tu vas nous expliquer ça quand je vais te présenter. Parce que là, tu es en train de parler sans micro. Je pense qu'il y a une partie du public qui n'entend pas. Donc, je te propose de t'installer. Non, Yann, juste installe-toi et quand on va arriver sur toi, tu vas pouvoir tout nous expliquer. Mais là, il faut absolument qu'on lance la conférence, sinon il ne va pas nous rester beaucoup de temps. Non, mais oui, absolument, je suis Voilà. d'accord. Je leur expliquais pourquoi on était en retard, c'est à cause de moi, en fait. Voilà. Et j'en rajoute en plus. Donc, bonjour. Merci d'être aussi nombreux. Donc, dans le cadre des Intergalactiques, 10e édition, thématique du no futur. Alors, pas le côté post-apocalyptique, mais plutôt un côté, une dimension plus, on va dire, politique. Quel futur nous intéresse? Et nous sommes en 2022, et il s'avère qu'on va fêter quasiment les 40 ans d'existence du cyberpunk, puisque le cyberpunk est apparu au début des années 80, exactement entre 81 et 82. Donc, juste en œuvre de référence, le film Tron, la nouvelle de Gibson, Johnny Mnemonic, et le film Blade Runner. Il viendra plus tard, Neuromancien en 84. Donc là, on a eu l'occasion de pouvoir effectivement, on va dire un peu fêter ou s'interroger sur 40 ans d'histoire du cyberpunk. Précisons que le cyberpunk est une des dernières esthétiques créées par la science-fiction états-unienne, un type d'imaginaire, et que depuis, on n'a pas vraiment inventé autre chose. Donc, l'idée de la table ronde, ça va être d'explorer un petit peu cet univers, cet imaginaire. Alors, en partant sur deux thématiques sur lesquelles je vais revenir. J'ai une petite présentation technique avant de pouvoir aborder le débat. Mais avant, je voudrais d'abord présenter les invités. Donc, on va commencer par Benjamin Patino, alias Bolchegeek, donc qui est à la tête d'une chaîne révolutionnaire, qui étudie tous les aspects de la culture populaire. Et il s'intéresse notamment beaucoup à l'imaginaire cyberpunk, on en a pas mal discuté. Donc il vient, on va dire, en plus en tant que chercheur, en tout cas personne qui étudie donc, ce type d'imaginaire. Nous avons Michael Rock, donc, alors là aussi, artiste, on va dire, ou créateur un peu multifonction, parce qu'il y a le côté écrivain, le côté scénariste, il y a aussi un côté youtubeur. Avec ta chaîne, c'est la Brigade du Livre, hein, si je ne me trompe pas. Tu as aussi un aspect sur lequel j'aimerais insister, qui est le fait d'appartenir à un collectif qui est la Fabrique des Coloniales. Une association, d'accord. Qui te permet de situer un petit peu sur ton champ aussi de recherche et d'imaginaire, autour de l'afrofuturisme et de la décolonisation. Enfin, il y a aussi l'afrofuturisme, on va dire, sur ton aspect auteur. Voilà. Donc j'aimerais qu'on ait ces deux aspects qui soient mis en avant. Voilà. Et tu es ici en tant qu'intervenant, surtout pour ton dernier roman. Donc Thé Marron. Et donc c'est intéressant parce que Michael en fait investit le champ du cyberpunk, puisque dans ton roman tu as une cité qui est Lanville. Qui est une vaste cité, on va dire de type cyberpunk, avec une structure verticale, donc avec l'en bas et l'en haut, donc toujours avec ces rapports. On y retrouve en fait un ensemble de codes du cyberpunk, donc la hiérarchisation sociale, la cité omniprésente, l'ultra-technologie, qui est aussi donc très présente. Donc, du coup, tu vas pouvoir nous parler de ton expérience et ton positionnement par rapport à ça. Ah oui, puis il y a un autre aspect qui est très important dans ce roman, c'est le renvoi au tout monde, donc de Édouard Glissant. Non, c'est oui, je me plante pas, oui, voilà, j'arrive. Et donc c'est une approche, on va dire un peu philosophique ou une réflexion, et je pense que c'est important puisque c'est un élément central du roman, et donc tu pourras nous l'évoquer tout à l'heure. Après, il y a Boris Garcia, donc un ami chilien qui vient nous voir donc en France, qui est d'abord aussi, alors pareil, hein, réalisateur, scénariste, producteur, donc un créateur touche à tout.
qui s'est fait remarquer pour sa trilogie de romans polars avec le policier qui est Santiago et voilà Quigno. Et tu es ici présent pour cette table ronde pour ton dernier roman. Et je ne veux pas me tromper dans le titre, c'est Les rêves qui nous restent. Là aussi, c'est un roman, on va dire, dans la tradition cyberpunk, puisqu'on tout se situe dans la City, donc vaste cité, gangrénée par la technologie, avec des rapports de force sociaux. Et un aspect qui est très intéressant dans le roman, c'est le rapport à la santé. Il y a la privatisation de la santé, la question de la santé mentale. Donc c'est un élément important du roman. Donc voilà l'élément. Là c'est le tout monde. Ici c'est la santé mentale. Et notre dernier invité, donc Yan Min, qui est un artiste plasticien, qui évolue dans l'univers cyberpunk et de ses représentations depuis le début des années 80, hein, grosso modo. Voilà. Tu es, comment dire, tu as créé même un mouvement néo-cyberpunk, les Noon, c'est ça? Les Noon Notes. Et donc, voilà. Et Yann va venir ici pour nous amener voilà, une autre dimension qui est plutôt une dimension plastique, visuelle, et d'avoir donc une vision fiction, une vision création, une question plus de recherche ou de réflexion. Donc voilà pour la présentation. Maintenant, l'idée de cette ronde, elle est aussi en prolongement. Elle est en prolongement avec l'exposition cyberpunk qui est exposée dans la mezzanine, qui vous propose en fait de vous balader dans les 40 ans d'histoire du cyberpunk, donc à travers les 4 âges, années 80, 90, 2000, 2010, de mettre en une imagerie qui est assez fascinante et en même temps qui amène à une réflexion relativement critique. Donc du coup, l'idée de la table ronde, c'est d'abord un premier aspect, c'est d'évoquer un petit peu cet univers, pourquoi des auteurs ont investi le champ du cyberpunk, pourquoi des artistes travaillent sur ce type d'imaginaire, et de se poser la question, après 40 ans d'existence, si cet imaginaire est toujours pertinent, innovant, ou s'il n'est pas en train de basculer dans une forme un peu nostalgique rétro. Ça en renvoie par rapport au phénomène de renaissance qu'on est en train de vivre depuis 2017, c'est-à-dire en fait la sortie de Blade Runner 2049, qui a marqué en fait une sorte de renouveau et d'intérêt auprès de l'imaginaire cyberpunk. Donc l'exposition essaie de vous mettre ça en avant, avec un développement de la franchise Blade Runner, avec un héritage qui est cultivé et avec beaucoup de productions nouvelles et aussi une forte présence visuelle et iconographique au sein du web. Donc, c'est de s'interroger sur voilà, qu'est-ce qu'aujourd'hui le cyberpunk, qu'est-ce qu'il représente, est-ce qu'il est toujours un objet pertinent. Par rapport à cette imagerie, j'aimerais aussi pouvoir, j'aimerais aussi aborder en fait la question, poser la question à nos invités sur l'ambivalence du cyberpunk. Tout imaginaire a une face lumineuse et une face sombre. Et le cyberpunk, ce qui est intéressant, c'est que en travaillant sur l'exposition, on met en avant une imagerie qui est très fascinante, avec des humains connectés, des environnements spécifiques. Et en même temps, ça amène à une face sombre. Et donc, je voudrais juste exposer 3 points brièvement qui nous permettront en fait de servir de socle à partir de notre discussion. Le cyberpunk, j'aimerais poser la question du rapport en fait politique. C'est-à-dire que si on prend de manière très globale, notamment dans la littérature américaine, nous avons surtout affaire à des personnages qui sont plutôt individualistes, qui sont plutôt le reflet d'une culture libertarienne qui est très présente dans le cyberpunk. Et on a très peu de solutions, de propositions et d'actions collectives dans, on va dire, l'imaginaire mainstream cyberpunk. Souvent, on revient à un personnage qui essaie de se débrouiller comme il peut au sein d'une structure. Et il n'y a pas forcément une volonté de mettre à bas le système. C'est une généralité, on est d'accord? Et du coup, il y a aussi une réflexion autour du fait que cet imaginaire donc, du cyberpunk met systématiquement en scène une transposition de la société néolibérale, avec ses inégalités, avec ses réplications, ses répliques de structures hiérarchiques sociales, tous ces éléments-là. Donc je pense que c'est un sujet qui peut être intéressant à aborder. Le deuxième point, lui, va concerner un aspect qui est la fiction cyberpunk occulte complètement la nature.
puisqu'on a tendance à ramener toujours autour de la mégapole, de la cité, donc du côté extrêmement urbain, il y a une forme d'occultation de la nature, mais aussi de tous les enjeux, environnementaux qui sont liés à ça. Je pars toujours sur le principe une société intégralement numérique ou développée telle qu'elle est mise en place dans les imaginaires cyberpunk. C'est impossible en termes de ressources, en termes d'énergie, en termes d'empreinte carbone. C'est-à-dire qu'on ne peut pas produire une société intégralement numérique, connectée. Et donc, c'est une manière, voilà, pourquoi le cyberpunk occulte cette question-là. Et généralement, la nature, elle est mise en scène uniquement dans les archéologies. Ils sont en fait des structures high-tech qui maîtrisent en fait la nature. Et ça amène au dernier point pour moi qui est assez important, c'est le fait que cet imaginaire extrêmement urbain qui plonge nos lecteurs, le spectateur, au sein d'une structure urbaine, l'absence de la nature amène à une réflexion qui remonterait, si vous voulez, au XVIIIe siècle. C'est là où c'est un tout petit peu technique. Au XVIIIe siècle, siècle des Lumières, vous avez le tremblement de Lisbonne en 1755, qui va entraîner en fait une réflexion au sein des philosophes de l'époque sur le rapport nature-civilisation. Et de là émerge une réflexion qui est la lutte de la société humaine à l'égard de la nature. C'est-à-dire que la nature doit à un moment plier face aux exigences, aux envies humaines, ce qui amène en fait à un processus qui est l'homme s'extirpe de son environnement naturel. Aujourd'hui, une des formes, c'est le transhumanisme, qui est comment l'humanité peut s'arracher de son environnement naturel. Et je partais sur le principe que le cyberpunk, finalement, c'est le dernier imaginaire, celui qui est le plus développé ou le plus justobotiste, qui est finalement la consécration, en termes d'imaginaire, de ce processus de comment l'humanité sort de son environnement naturel pour créer son propre environnement, et comment, à travers en fait les figures et les motifs du cyberpunk, on a cette mise en avant en fait d'un environnement entièrement artificiel où la nature n'a pas de place. Et comment on fait évoluer l'humanité. Voilà un petit peu la base, donc les points sur lesquels je pose un petit peu le débat. L'idée n'est pas, j'attends en fait de la part des intervenants, s'il faut contredire, si c'est effectivement le propos là qui est posé est tout à fait critiquable, mais c'est de pouvoir amener un débat là-dessus. Et notamment sur Mickaël et Boris, c'est vous en tant qu'auteur, quelle est votre position par rapport, je reprends les éléments du cyberpunk, et est-ce que je fais en sorte de pouvoir les faire évoluer, les dénaturer, amener à un propos. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur tout le monde et sur la question de la santé, parce que je pense que justement, vous amenez quelque chose dans l'imaginaire cyberpunk. Donc, je vous laisse la parole. Ou si quelqu'un veut intervenir tout de suite, si quelqu'un veut dire non, mais ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Mais voilà. Je creo que es muy pertinente. Et il pense que c'est très pertinent. Sobre todo en Latinoamérica. Yo pienso que en Latinoamérica el futuro ha sido muy cyberpunk. Il pense, en fait, il est ancré sur l'Amérique latine. Hein, il pense que le cyberpunk est vraiment. Qu'est-ce que tu as dit Se ha vuelto muy cyberpunk. Bah, aujourd'hui, l'Amérique latine est cyberpunk, définitive. Yo creo que hay si tomamos en cuenta el presente como el futuro imaginado por los autores cyberpunk. Si nous prenons le présent et aussi le futur imaginé par tous les auteurs qui travaillent les cyberpunk, il y a des choses déjà qui ont eu lieu aujourd'hui en Amérique latine. Por ejemplo, bueno, voy a hablar de Chile, que es lo que más conozco. Chile ha vivido los últimos 20 años un neoliberalismo extremo. Voilà, donc il va parler du Chili. Hein, et donc, il dit que le Chili a vécu les dernières 20 années un néolibéralisme extrême. Por ejemplo, el tema de la salud en Chile tiene un componente de negocio privado muy grande. Bah, donc, il va prendre l'exemple de la santé au Chili, qu'aujourd'hui, la santé
est absolument privé. Il y a une composante qui vient du monde privé. Los números de la salud mental de los chilenos porcentualmente son muy preocupantes a nivel mundial. Donc, la santé mentale aujourd'hui, au niveau de pourcentage, est très inquiétant. La cantidad de pastillas que consumen los chilenos diariamente también baten récord a nivel mundial. Bah, comme exemple, on a la quantité des médicaments, justement, pour pallier des problèmes de santé mentale qu'on consomme tous les jours, hein, les Chiliens. Las pastillas no es necesario tener recetas, se pueden comprar en las ferias libres. Et en plus, à cela s'ajoute qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin finalement d'avoir une ordonnance. On peut les acheter librement dans les marchés. Obviamente estoy hablando de una parte de Chile, porque esto también es muy cyberpunk. Hay diferencias sociales muy marcadas. Et bah, il est en train de parler, il parle d'une partie du Chili parce que finalement, au Chili, les classes sociales sont très, très marquées, très divisées. En las últimas elecciones, un candidato a un cargo público proponía cercar ciertos barrios dentro de la ciudad para que no entraran gente de otras partes. Dans les dernières élections, il y a un an, il y avait un candidat qui proposait dans son programme justement de faire un mur, en fait, encercler certains quartiers pour ne pas laisser rentrer la population d'autres quartiers. El Red que nos rest finalmente es un libro futurista, pero que habla del presente de mi país. Donc, Les rêves qui nous restent, c'est un livre qui parle du futur, mais finalement qui est aussi le présent de mon pays. Michael, non? Ouais, je sais. Est-ce que ça fonctionne? Pas du tout. Si, ça fonctionne? Ah oui, voilà, parce que je m'entendais pas, c'est pour ça. Bonjour. Je sais pas trop comment rebondir là-dessus, c'est tout à fait pertinent ce que Rico, c'est ça? Ton prénom? Boris, ok. Pas du tout Rico, mais désolé. Tout à fait pertinent. Oui, parler des marges de l'Occident où justement le néolibéralisme extrême est déjà en œuvre, c'est faire preuve que le cyberpunk n'est pas mort. Tu parlais de renouveau, je pense qu'il y a effectivement une réappropriation qui se fait dans la marge, notamment en afrofuturisme où finalement sur les bases de ce que fait l'auteur du neuromancien, où le cyberpunk devient un outil pour lutter contre un pouvoir politique. Dans l'afrofuturisme, c'est pareil, la technologie, l'hypertechnologie est un outil d'épanouissement de chacun des personnages. Là, dans mon bouquin, je place ça dans ce trope de la cité. L'enville, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, c'est le centre-ville. À cette différence-là que l'enville, c'est là où tous les gens des campagnes viennent se retrouver pour faire la ville, pour faire la société finalement, agrandie à une échelle d'une mégalopole, cyberpunk, l'enville est là où toutes les populations mondiales viennent se retrouver, viennent migrer pour faire le monde. On rejoint le concept du tout monde qu'on va peut-être parler plus tard. Mais du coup, voilà, ce rapport à l'urbanité, il est extrêmement présent parce que finalement, on a gagné ce combat contre la nature à fond. Il n'y a plus aucun lieu sur Terre où on n'est pas dans une urbanité. Même quand on dit qu'on va vivre à la campagne, on reste avec des réflexes qui sont très urbains, de se dire, voilà, on va se déplacer vers le centre-ville pour aller chercher nos aliments, revenir, vivre. On n'est jamais vraiment en autarcie et comment dire, en pleine symbiose avec la nature. Il y a toujours un rapport urbain qui se fait même si on se déplace dans la marge de la ville. Et c'est finalement ce présent, il est indispensable à nos récits futuristes, qu'ils soient cyberpunk ou pas aussi. L'idée du cyberpunk, c'est que vous investissez
on va dire, un champ de l'imaginaire, mais c'est pas produire du cyberpunk pour du cyberpunk. Mais est-ce que vous pensez que le fait aujourd'hui d'extrapoler une vision future, qu'elle soit anticipation proche ou un peu plus lointaine, passe nécessairement par ce type d'imaginaire? Et notamment l'importance, comme tu citais, de la ville, du fait qu'aujourd'hui, effectivement, l'humanité va vers la cité. Et est-ce que ce processus est un processus inexorable et qu'on ne peut évoquer aujourd'hui le futur qu'à travers effectivement la cité et tout ce qu'elle génère, de positif ou de négatif? C'est parce qu'on on parle plus d'imaginaire, on parle de faits actuels. C'est l'observation du monde actuel que l'on effectivement on le présente comme du cyberpunk, on le présente dans un récit futuriste, mais c'est la réalité présente de ce qui se passe. Moi, j'ai des collègues aux Antilles. J'enseigne la narration dans une école privée une école supérieure de jeux vidéo et d'animation 3D. Mes collègues ont bossé dans sur les effets spéciaux de films comme Le Hobbit, comme John Carter de Mars, etc., etc. Des grosses productions. Et en fait, très souvent, on se fait des visios. Et en fait, ils me disent, Mike, je vais être obligé de laisser le visio là parce que je dois aller m'occuper des bœufs qui sont dans le champ. Et 1 heure plus tard, ils sont sur leur PC en train de faire de la FX pour des films, quoi. Ce rapport un peu dans la dualité, c'est ce qui va provoquer peut-être aussi ce nouvel imaginaire, cette originalité du cyberpunk, cette renaissance. Mais encore une fois, on est clairement dans un temps présent, quoi. Totalement tarabiscoté. A mí me gusta, bueno, tengo sentimientos contradictorios con la naturaleza. J'ai des sentiments assez contradictoires avec la nature. Me gusta pensar que todo lo que hacemos es naturaleza. J'aime bien penser que tout ce qu'on fait, c'est la nature. Una central nuclear es un pequeño sol Qu'il y ait une centrale nucléaire, c'est un petit soleil. y el sol existe y es la naturaleza. Et le soleil existe et c'est la nature. Y tiendo a pensar que un computador cuántico Oula, j'ai l'impression de... je pense qu'un ordinateur quantique, je sais pas comment dire, si, no, est se, aussi, no se diferencia tanto de un nido de un pájaro. il n'est pas si différent d'un nid d'oiseau. El pájaro tuvo que hacer ese nido para protegerse y sobrevivir. Ah, les oiseaux, il a fait ce nid pour se protéger et pour survivre. Y nosotros, para lo mismo, vamos a necesitar la computación cuántica para sobrevivir. Et nous, pareil, hein, nous avons besoin de cet ordinateur quantique pour survivre. Entonces, también sé que si no tuviéramos las herramientas que tenemos, sería muy difícil vivir en la naturaleza. Donc, je sais que si on n'avait pas tous ces outils, ce serait très difficile aujourd'hui de vivre dans la nature. A veces cae un avión en el Amazonas. Parfois, tombe un avion dans l'Amazon. Después de una semana logran sacar a un sobreviviente Et après une semaine, ils arrivent à trouver quelqu'un en vie que él vivió una semana en la naturaleza. qui a survécu une semaine dans la nature. Está lleno de huevos de gusanos que ponen huevos. Está todo, tiembla, ha comido raíces. No pudo, si estaba una semana más, moría. Donc, il est complètement imbibé de la nature et la nature qu'il a pris d'assaut dans son corps. Il tremble, il ne pouvait plus peut-être rester une semaine de plus dans la nature, tout seul. Entonces, por eso tengo conflictos. Donc, c'est assez conflictuel pour moi, ces rapports avec la nature. Y por eso pienso, como también ocurre en el libro, que quizás un robot puede finalmente llegar a ser un ser vivo. Et c'est pour ça que je pense, comme je le présente dans mon bouquin, qu'il y a un robot, peut-être un cyborg, un robot peut devenir quand même un être humain. Y es parte de la naturaleza. Il va devenir quand même une partie de la nature. Et alors, on va rebondir sur le rapport à la technologie.
Parce que je trouve ce qui est intéressant, Mickaël, c'est le fait d'évoquer là tes collègues qui vont sur le champ et qui reviennent sur le PC. Est-ce que ta vision, alors c'est la question, on va dire un peu générale, c'est le rapport à la technologie. Est-ce que vous le percevez comme un outil émancipateur ou comme un objet d'aliénation, ou est-ce que c'est un équilibre au moment où vous explorez donc ce futur présent? Ce qui m'intéresse, c'est quel est votre rapport, voilà, à la technologie? Est-ce que vous avez vraiment une vision négative, une vision équilibrée ou une vision plutôt positive? Parce qu'aujourd'hui, dans l'imaginaire cyberpunk, il y a vraiment une célébration de la technologie, de la fusion de l'homme et de la machine, à travers un nombre important de fictions, notamment dans la fiction cyberpunk japonaise. Et du coup, voilà, on met ça en avant, et en même temps, on utilise le cyberpunk pour pouvoir évoquer cette histoire le poids de la technologie dans notre quotidien. Alors, est-ce que vous cherchez un équilibre, ou est-ce que vous basculez on va dire d'un côté ou de l'autre? Ni l'un ni l'autre. Non, l'équilibre. L'équilibre, alors. Non plus. Non plus. Alors, la vision est assez biaisée parce que moi et mes collègues, on était des geeks plus jeunes. C'est pour ça qu'on fait ces métiers-là aussi. Donc le rapport à la technologie, on l'accueille à bras ouverts. Moi récemment, j'ai des allergies à cause du pollen, notamment. Je me suis acheté un truc en pharmacie. C'est une petite prise que je me mets dans le nez tous les matins. Ça envoie de la lumière dans mes cellules et ça empêche la production d'histamine. Quelque part, je suis devenu un homme transhumaniste. Et j'adore. Tous les matins, là, je vois mon nez rouge, comme ça, là, qui brille, comme Rudolph. Donc très proche du cyborg. Je sais qu'aux Antilles, il y a l'inverse totalement dans tous les Rastas qui sont donc dans le côté religieux Rasta, qui eux vont rejeter toute la technologie. Ils vont absolument vouloir garder ce qu'ils vont appeler un corps pur pour être en raccord avec leur religion. J'en parle un petit peu dans mon bouquin d'ailleurs. Cette pureté du corps, elle se fait dans le rejet de la technologie, mais aussi dans le rejet de tout ce qui est viande. Donc manger Aital, manger le plus sain possible pour que son corps ne devienne pas un cimetière. Donc on peut pas faire une généralité, il n'y a pas vraiment non plus un équilibre, mais toute cette diversité participe à une espèce de chaos qui est, dans le bon sens du terme, quelque chose ouvert à toutes les possibilités, ouvert à l'imprévisible. Et après, c'est comment on se positionne et comment nous-mêmes on arrive en termes d'individus, en termes d'individuation, comment on arrive à respecter les autres tels qu'ils sont. Et voilà, sans parler de prendre position sur l'un ou l'autre, mais voilà, la position justement, c'est d'englober ce monde entier, en fait, ce chaos monde. Creo que no se puede separar la tecnología de lo social. Aujourd'hui, je ne peux pas séparer la technologie de tout ce qui est social. Yo vengo de escribir novelas policiales que son muy sociales. Je viens d'écrire, toute ma carrière, j'écris des romans policiers très sociaux. Son sociales porque ponen acento en el momento en que se quiebra la sociedad y se quiebran las leyes de común acuerdo. Eh ben, c'est social parce que a été écrites, où ils décrivent les moments où la société va se rompre. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du contrat, qui va se fissurer En el momento del crimen. dans le moment de crime.
que la tecnología y lo social van muy de la mano, porque no todos van a tener la misma tecnología. Donc, je pense que le social et la technologie vont ensemble. Parce que finalement, c'est pas tout le monde qui va avoir accès à cette technologie. La tecnología va a ser súper necesaria para sobrevivir, pero no todos van a tener acceso a ella. Donc, la technologie va être vraiment nécessaire pour survivre. Mais c'est pas tout le monde qui va avoir accès. Porque la tecnología es cara Parce que la technologie est chère y solo algunos van a poder acceder a ella. et c'est très peu de personnes vont pouvoir accéder à cette technologie. Y esto es absolutamente notable en Latinoamérica, se ve muy claramente. Cela, ça s'identifie, ça se voit très clairement en Amérique latine. Y afecta directamente a la manera de vivir de la persona. Il affecte mais directement à l'ensemble de la vie quotidienne de toute la personne. Hay un grupo de personas que han sido esclavizadas por la tecnología. Il y a un groupe de personnes qui ont été esclaves, qui sont devenues des esclaves de la technologie. Y hay otros que viven sin hacer nada gracias a la tecnología. Et il y a d'autres qui vivent sans rien faire, mais grâce à cette technologie, justement. Y aquí quiero hacer mención al primer caso de cyborg que hay en Chile, para que entiendan un poquito la diferencia que hay de tecnología entre el primer mundo y un país en desarrollo. Donc, je vais raconter une histoire pour essayer de vous faire comprendre un petit peu les rapports entre la technologie qu'il y a ici et dans le pays du tiers-monde, en Amérique latine. Hace una semana tenemos el primer cyborg en Chile. Excusez-moi, ouais. Il y a une semaine, nous avons le premier cyborg au Chili. Porque una persona en un barrio muy popular, fuera de una estación de trenes, compró algo para comer. Parce qu'une personne dans un quartier assez populaire, ben, il a acheté une brochette. C'est ça, une brochette. C'était informel, hein. Una brochette que se hacía en la calle. Voilà, de food truck, voilà, qui se faisait dans la rue. Il a acheté Después se sintió mal, et il a eu vraiment mal au ventre. fue al doctor Il est allé chez le médecin. y descubrieron que tenía un chip. Et ils ont découvert qu'il y avait un chip, comment ça s'appelle ça? Une puce, excusez-moi, ouais, une puce dans l'estomac. Era un chip de un perro. Mais c'était une puce d'un chien. Non, mais c'est vrai. Je pensais que c'était une fake news aussi. De un poodle. D'un poodle. Vous savez, les chiens, ouais. Entonces, esa es la diferencia entre la tecnología en un país desarrollado y la tecnología en un país en vías de desarrollo del tercer mundo. Los chips de los perros terminan en el estómago de las personas. Voilà, c'est ça la différence. Hein. Je sais pas, vous avez compris. Et les puces des chiens des riches, en fait, finissent dans l'estomac des autres personnes. Voilà. Mm. C'est une des dérives, effectivement. Et c'est super, c'est super. Faut le mettre dans un bouquin, ça. C'est tout ce qu'on cherche quand on fait de la prospective, c'est-à-dire comment la technologie, comment on s'en sert et quelles vont être les alternatives, comment on va hacker cette technologie pour s'en servir autrement et puis ou ne pas s'en servir, la subir aussi. Donc il y a effectivement une fracture sociale liée à la richesse, mais il y a aussi une rupture qui se fait dans la connaissance. Très souvent, moi j'anime des ateliers de vidéastes auprès d'adolescents qui ont pour ambition de devenir les prochains streamers mondiaux. Et leurs parents, leurs grands-parents sont terrifiés vraiment par Internet, qui a explosé dans les années 2005-2010 aux Antilles, notamment par l'usage de WhatsApp. Toutes les rumeurs, tous les macrélages, les histoires de quartier circulent sur WhatsApp et ça crée des chansons au carnaval où on se moque des gens en public par milliers. On se moque d'eux, de leurs déboires. Ouais, c'est assez faut faire gaffe quoi à ce qu'on fait toute l'année. Mais du coup,
Du coup, ouais, ils sont terrifiés par Internet. Pour certains, Internet, c'est le diable. Donc, ils rajoutent un aspect religieux par-dessus. Et cette fracture-là, cette rupture-là, on la ressent aussi terriblement en termes de connaissances. Voilà, c'est une petite contribution. Et Yann, alors tu as un micro? Parce que Je veux comme... juste réagir par rapport Ouais. à ce que tu viens de dire là. C'est ce qui se passe en fait, ce qui est bien marqué justement par ce que tu racontes, c'est cette peur de la technologie. Et en fait, cette peur de la technologie qu'on a aussi en Europe, c'est qu'il y a des gens qui sont contre la technologie. Il y a une raison très précise, c'est que ça vient des religions révélées, pour moi. C'est-à-dire les religions révélées. Dans les religions révélées, il y a deux personnages qui sont des mêmes, très puissants, qui sont Adam et Ève. Et Adam et Ève, je ne sais pas si vous en remarquez, ils ont une caractéristique, mais ils sont tout nus. Ils sont tout nus au paradis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vêtements, c'est de la technologie. Hein, c'est des objets qui sont des outils, qui sont fabriqués par l'humain. Alors ça, c'est une pensée cybernétique, parce que moi, je suis plus cyberpunk. Hein, moi, je me revendique d'être un cyberpunk grandeur réelle depuis 40 ans. Et donc, dans cette relation que tu décris, vous avez plusieurs fois évoqué justement cette défiance vis-à-vis de la technologie, elle vient essentiellement des religions révélées, du fait que, en fait, quelque part, notre part divine, c'est-à-dire la part divine de l'humain, la part naturelle de l'humain, on a du naturalisme derrière, est tout nu. Il n'a pas de technologie, il n'a pas d'outils par-dessus. Donc pour moi, je pense, d'un point de vue cyberpunk, que l'humain sans outils n'existe pas. Ce qui caractérise l'humain d'un point de vue cybernétique, c'est notre capacité cognitive à traiter de l'information à un très très haut niveau. Et de ce fait, l'humain qui est faible, en fait, par rapport à des tas d'autres organismes, hein, au niveau moteur, un humain est beaucoup plus faible qu'un lion, qu'un tigre ou autre prédateur. Au niveau de la perception, l'humain n'a pas du tout les mêmes capacités, par exemple, qu'un dauphin, qui a carrément un sonar, mais nous compensons nos faiblesses pour assurer notre survie par du traitement de l'information et de la paranoïa poussée à 10 000. C'est-à-dire que nous anticipons par des stratégies, c'est pour ça que l'éducation des enfants est très très longue chez les humains. Nous les éduquons très longuement à développer des capacités à anticiper, à mettre en place et à s'inscrire dans des stratégies collectives complexes pour assurer notre survie. On a gagné, hein, comme tu le disais tout à l'heure, on a gagné. C'est-à-dire que l'organisme qui a le moins de problèmes de survie sur la planète, alors qu'on est obsédé par l'apocalypse, c'est l'humain. On est en train de recouvrir la planète, de combler la planète. On est devenu le plus grand danger de la planète parce que nous avons, et ça c'est un principe cyberpunk, parce que dans cyberpunk, il y a punk et cybernétique. Et la cybernétique, c'est le traitement de l'information. Et c'est par le traitement de l'information que nous traitons de l'information complexe et assurons notre survie. Or, dans les religions révélées, l'humain est une créature divine. Hein, c'est-à-dire c'est une entité qui est née de Dieu. Et à partir de ce moment-là, si nous greffons la technologie, elle est perçue comme pouvant mettre en danger notre âme. Et donc, on va retrouver dans le discours d'énormément de philosophes, même en France, qui sont imprégnés alors vous le trouvez, hein, les religions révélées, il y a des jours où il ne faut pas toucher à la technologie. Il faut marcher sans utiliser des technologies, etc. C'est inscrit dans notre mythologie. Et vous trouverez chez énormément de penseurs contemporains et passés, au moment où la cybernétique commence à se répandre en Europe, c'est-à-dire la cybernétique, c'est vraiment le moment clé. Alors quand on parle du cyberpunk, je pense que c'est très important de parler de cybernétique, parce que c'est la clé du cyberpunk. Au moment où la cybernétique commence à se répandre, parce que nous vivons dans un monde cybernétique, on a beaucoup de penseurs qui sont imprégnés de cette pensée héritée des religions révélées, qui vont dénoncer le fait de se greffer des outils, etc. Et c'est en permanence qu'on va vous diaboliser et vous dire, attention, les smartphones, j'essaie d'attraper le mien, mais c'est pas grave, vous voyez ce que c'est, les smartphones, c'est dangereux. Et on a une concomitance avec le marxisme. C'est-à-dire que dans le marxisme, alors je connais bien parce que mes parents étaient communistes, hein, un assez haut niveau de militantisme, et dans le marxisme, tous ces outils que nous utilisons et qui se répandent actuellement, c'est l'expression de l'aliénation consumériste capitaliste. Ça, vous le connaissez tous, vous l'entendez tous, et nous sommes en permanence dans cette ambiguïté à être dépendant des technologies, mais l'humain a toujours été dépendant des outils et des technologies, sauf qu'elles ont pris une puissance tellement grandiose actuellement qu'elles nous bouffent. Et on a du coup une relation très ambiguë vis-à-vis de ça, et le cyberpunk va l'exprimer. L'autre élément que je voulais dire, c'est que dans cyberpunk, il y a punk. Et donc je vais faire juste un test parmi vous. Alors c'est pas vraiment le punk des Sex Pistols. C'est-à-dire punk, c'est un mot qui vient du XVIIIe siècle, anglais, qui veut dire petit voyou. Alors je vais vous poser une question. Qui parmi vous n'a pas dans son ordinateur
un logiciel piraté, de la musique piratée, un film piraté? Alors, qui parmi vous n'a pas dans son ordinateur ça? Levez la main bien haut. Bon, alors, vous êtes photographié, vous êtes repéré. Donc, tous les autres, et c'est la majorité de la salle, vous êtes tous des cyberpunks. C'est-à-dire, vous êtes tous des voyous cybernétiques. Alors, il y a 40 ans, on n'était pas nombreux. C'est-à-dire que la majorité des artistes et des auteurs, quand j'ai fait mes premières installations cyberpunk à Beaubourg en 1983, le problème était qu'on utilisait des outils qui valaient une fortune. C'est-à-dire les studios de télévision, les studios vidéo, ça valait 30 000 francs la journée. Donc avec les potes, on avait mis au point des stratégies, et beaucoup d'artistes continuent de le faire, pour hacker les studios de télévision. C'est-à-dire on dupliquait les clés, on s'enfermait la nuit dans les studios, on se démerdait, et tous les artistes contemporains font toujours ça. C'est-à-dire on est des cyberpunks. Déjà dès l'origine, on hackait les studios pour fabriquer nos œuvres d'art vidéo. Mais tous les artistes sont des cyberpunks, hein, c'est des hackers, c'est-à-dire Léonard Vinci était un hacker, et Velasquez, si j'ai le temps, je vous raconterai, mais Velasquez était un aristopunk hacker. Et donc, sur le dernier truc que je voulais vous dire, donc sur le cyberpunk, c'est que nous sommes rentrés dans un monde où vous êtes tous des cyberpunks. Nous sommes tous devenus des cyberpunks. Et le problème que vit le cyberpunk actuellement, c'est que effectivement, au niveau esthétique, il tourne en boucle sur des vieilles boucles un peu niaises, qui est genre Duke Nukem super burné avec ses fusils et la super femme héroïne, femme guerrière qui se fight façon Major dans Ghost in the Shell. Donc ça, c'est une espèce de mème qui tourne en récurrence dans l'imaginaire cyberpunk et surtout dans les jeux vidéo. Mais le cyberpunk a continué d'évoluer, c'est-à-dire que ce qui est très important à comprendre, c'est que lorsque Gibson, et c'est surtout d'ailleurs Bruce Beck, c'est pas Gibson qui invente le mot cyberpunk, c'est un auteur qui s'appelle Bruce Beck, qui est un jeune musicien, et qui sort une nouvelle Amazing Story en 1982 qui s'appelle Cyberpunk, qui est excellente. C'est-à-dire, elle n'est pas traduite en français, mais il faut la lire. Elle est vraiment excellente. Et il faut penser que, en fait, on est dans la situation avec le cyberpunk comme si on disait que c'était Karel Capek qui avait inventé les robots. C'est-à-dire, c'est pas parce que Karel Capek invente le mot robot que les robots ont été inventés par Karel Capek. Et dans cyberpunk, on est dans une situation très ambiguë où on a tendance à dire c'est Gibson et toute la bande qui invente le cyberpunk. Le cyberpunk préexiste, et il préexiste même depuis 30 ans aux États-Unis. C'est-à-dire, en fait, ce sont les hippies techno qui ont fondé la Silicon Valley, qui étaient habités qui luttaient. Alors, nous vivons ce qu'ont vécu actuellement les hippies techno de la Silicon Valley il y a 30 ans, 40 ans, voire 50 ans, avec les menaces de guerre nucléaire, etc. Mettez-vous dans la tête des jeunes Américains dans les années 60, qui vivent dans un pays où il y a la guerre du Vietnam, où les mômes se font buter par les militaires parce qu'ils luttent contre la guerre du Vietnam. Il y a les mouvements Peace and Love, il y a les revendications, les premières grandes revendications identitaires des Black Panthers et des Amérindiens. C'est un bordel général et l'informatique est en train de démarrer. Et là, si vous regardez cette histoire de l'informatique à ce moment-là, on s'aperçoit que des gens comme McLuhan, par exemple, se défonçaient à l'acide, au LSD, en compagnie de Timothy Leary. Hein, et que toute cette bande de jeunes qui étaient immergés dans l'univers informatique qui naissait à ce moment-là, en même temps participaient au free party des Merry Pranksters et des hippies techno qui se baladaient dans les États-Unis en promouvant une contre-culture qui était une contre-culture de mélange de technologie et de défense et de recherche d'une autre alternative, à la fois de façon de vivre, donc retour à la nature, et aussi, mais un retour à la nature amplifié par la technologie. Et nous sommes en train de vivre la même chose en ce moment, c'est-à-dire que ce moment-là aux États-Unis va naître le cyberpunk, c'est-à-dire que ce que Gibson met en scène et ce que met le cyberpunk en scène, c'est quelque chose qui est en train d'émerger autour. C'est-à-dire que moi, je me revendique plus d'être un cyberpunk du monde réel qu'un cyberpunk influencé par la littérature, qui, elle, va récupérer ce mouvement-là, va le mettre en scène. Et ce que nous vivons actuellement, c'est qu'on a une accélération, on est dans la courbe d'accélération de la loi de Moore. Hein, je ne sais pas si vous connaissez la loi de Moore, mais il y a une accélération de l'histoire que vous êtes en train de vivre en ce moment, et qui est exponentielle, qui a commencé avec la cybernétique, et nous sommes dans la courbe ascendante, où il y a des changements de technologie, de choses qui vont à une vitesse prodigieuse, qui sont en train de transformer le monde. En gros, nous sommes en train de vivre la Renaissance, puissance 10 000. Et des parties de la population sont dans cette accélération-là actuellement, avec des nouveaux mouvements qui sont emblématiques de ce changement, qui sont
Alors, le post-cyberpunk, c'est effectivement, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est le transhumanisme et la singularité. Il faut bien différencier les deux. Quand je les ai vus émerger, je me suis dit, ça, c'est le post-cyberpunk. Ce sont eux qui sont en train de véhiculer une nouvelle mythologie qui est en train d'émerger. Et c'est le dernier événement fabuleux. Alors, je voulais vous le raconter aussi, et je vais terminer là. Il s'est passé un événement pour le monde de la science-fiction extraordinaire, qui est passé totalement inaperçu, il y a un an. Il y a un an, Christie's a vendu 60 millions de dollars en NFT, une œuvre d'un auteur de science-fiction. Moi, je suis dans le milieu des arts plastiques et des graphistes. La science-fiction est bannie du milieu des arts plastiques depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour des tas de raisons qui seraient un peu longues à expliquer. Et nous faisons nos œuvres. D'ailleurs, il y a l'expo en ce moment que tu as citée, qui est excellente. Et nous, la science-fiction, c'est du coup, parce que la science-fiction passe par la figuration réaliste, d'autres canaux de diffusion qui sont massifs, hein, qui sont le cinéma, le jeu vidéo, la bande dessinée. Là, il y a un an, et donc c'est un événement cyberpunk, mais de puissance 10, parce qu'il faut savoir que les NFT sont issus des crypto-monnaies, et les crypto-monnaies, c'est du cyberpunk en grandeur réelle, ou des libertariens, et associés des anarcho-capitalistes, plus des anarchistes d'extrême gauche aussi, se sont arrangés pour inventer les crypto-monnaies, pour contourner le pouvoir des banques centrales. Hein, l'argent, c'est transformé en entité vivante, poursuit sa mutation d'entité vivante. Et les NFT sont issus des crypto-monnaies. Et donc, il y a un an, Beeple, que je suis depuis des années, hein, qui est un auteur de science-fiction, qui fait des images de science-fiction un peu avec le même logiciel que moi, qui sont Cinéma 4D, Beeple a vendu 60 millions de dollars, un ensemble d'œuvres de science-fiction chez Christie's. Christie's, qui est le sommet de la spéculation capitaliste des arts plastiques. Donc, la science-fiction vient de rentrer, l'imaginaire de la science-fiction, l'esthétique de la science-fiction, vient de rentrer dans le monde officiel de l'art, si je puis dire, par la grande porte en plus. Et le dernier truc, c'est quoi ? C'est qu'en fait, nous vivons dans un monde là actuellement où les plus grands cyberpunks, ce sont les services secrets, ce sont les industriels, c'est Volkswagen qui pirate son propre moteur, et c'est l'ensemble du système, par exemple, les multimillionnaires. Voilà, le plus grand, les deux grands modèles de cyberpunk contemporain que moi j'adore, hein, qui m'éclatent complètement tellement ils sont délirants. Alors il y en a un qui n'est pas délirant du tout, c'est, comment elle s'appelle ? C'est celle qui a hacké qui s'est transformée en femme et qui a hacké les militaires américains, qui a envoyé à Julian Assange les images d'Abu Ghraib et les images de l'Irak. Hein, c'est Chelsea Manning. Voilà, Elizabeth Manning. Chelsea. Elle est géniale, ça c'est du cyberpunk grandeur réelle, extraordinaire. Donc on ne fait pas gaffe parce que quand même Assange et Manning, ils s'en prennent plein la gueule. Hein. Et de l'autre côté, vous avez Elon Musk. Elon Musk, il est hallucinant, Elon Musk. Hein. C'est un vrai cyberpunk. Il est en train de développer Neuralink. Et si on a du temps, je vous expliquerai en quoi Neuralink, c'est la concrétisation des plus grands délires des hippies lysergiques de l'époque de Timothy Leary. Hein, c'est-à-dire, dans les années qui viennent, il va mettre sur le marché un amplificateur neural de ouf total. Voilà. Donc, c'était juste la partie que je voulais faire. C'est pas une aparté. Hein, c'est ma réflexion. Benjamin, tu voulais dire Ouais, en fait, c'est juste que j'écoute vraiment très attentivement là tout ce qui est dit depuis le début, parce que pour être tout à fait honnête, moi j'arrive un peu avec plutôt justement un truc de, j'irai pas chercheur, mais d'observateur un peu de ce qui se passe au niveau phénomène culturel. Nous, sur la chaîne, ce qui nous intéresse, c'est les cultures populaires, on va dire, et notamment la pop culture qui est une culture populaire très mondialisée et très partagée dans le monde. Et le cyberpunk, je le vois aussi là-dedans, parce qu'il est toujours un peu présent dans les univers, y compris dans les univers très geeks et tout. Et du coup, la question se pose effectivement, il y a eu un genre de revival cyberpunk dans la pop culture avec des jeux vidéo. Il y a eu le jeu Cyberpunk 2077, je sais plus aussi, c'est ça je crois la date, le film Blade Runner 2049 et tout. Et moi je viens un peu avec le préjugé de me dire il y a plein d'articles qui parlent de ça, oui, un renouveau cyberpunk et tout, sur mais en fait le cyberpunk c'est hyper pertinent parce que les méga corporations c'est ce qu'on vit, les univers virtuels c'est ce qu'on vit, et qui me paraît en fait être un truc souvent traité de manière assez superficielle. Et moi je le vois un peu d'une autre façon, qui est que ce renouveau, alors justement dans la pop culture, et là je parle uniquement à ce niveau-là, pour moi justement c'est une nostalgie. C'est vraiment parce que c'est pas juste un renouveau du cyberpunk, c'est que on vit dans une espèce de nostalgie permanente, notamment de l'esthétique des années 80,
dont Cyberpunk fait partie. Donc, on a des œuvres qui reviennent comme ça, avec en gros une vision très très superficielle, c'est-à-dire le cyberpunk, c'est des néons, des cyborgs, des punks avec des cheveux, des crêtes roses et des implants, et qui ont souvent pas grand-chose à dire. Et notamment dans le jeu vidéo, je trouve ça assez impressionnant parce que, enfin, genre des jeux comme Deus Ex par exemple, qui étaient un peu précurseurs là-dessus, les reboots de Deus Ex, c'était Human Revolution et je sais plus et comment, et Human Mankind qui était la suite. C'est fou parce qu'il y a toute l'esthétique. Il y a des robots qui cassent des émeutes. Il y a un mec qui a des bras avec des lames dedans et tout. Et c'est des trucs. C'est très superficiel. C'est-à-dire que le seul sujet, par exemple, dans ce jeu-là, c'est c'est bien ou pas les implants cyborg. Alors il y a des gens qui disent non, c'est pas bien parce que ils sont turbo débiles en mode non, il faut pas se toucher. Ils sont présentés vraiment comme ça. C'est des fanatiques. Et de l'autre côté, des gens qui sont en mode justement libertarien Silicon Valley, en mode on va contrôler tout le monde normalement. Et il y a pas d'entre-deux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas de sujet là-dessus. Et moi, j'ai vraiment du coup plutôt l'impression que c'est un revival purement esthétique qui s'inscrit dans un revival des années 80 et qui est aussi un truc politique et historique au sens où moi, pour ceux qui nous connaissent un petit peu, moi j'ai un peu cette obsession-là, je pense qu'on est un peu en fin de ce cycle commencé par les années 80, y compris politiquement, parce que c'est le tournant, ça s'accompagne avec le tournant justement ultralibéral, c'est Thatcher, Reagan et tout ça, et justement la mondialisation, les mégacorporations de la tech en plus justement avec justement la Silicon Valley et tout ça qui sortent en fait des années 70, et la culture geek que j'aime énormément vient aussi de ça parce qu'elle vient justement effectivement aussi des contre-cultures hippies, nerds, technologiques et tout ça. Donc moi j'arrive un peu avec l'impression que le cyberpunk c'est juste ça. C'est devenu une espèce en fait de rétrofuturisme, c'est-à-dire qu'au lieu d'être un truc comme ça a pu être à l'époque, on va essayer de décrire la société dans laquelle on vit et surtout dans laquelle on va, on se rend bien compte que c'est pas vraiment vers là où on a été. J'ai l'impression qu'en fait on n'a pas trop les néons et le punk et ces trucs-là, et on a par contre tous les trucs un peu de merde ringards qui vont avec, et notamment sur ce qui est produit par la Silicon Valley en termes d'imaginaire. Et que voilà, en fait, on boucle un petit peu là-dessus. Mais j'arrivais avec effectivement un petit peu l'espoir que là, il y a des auteurs qui me donnent tort. Et du coup, c'est bon. Mais c'est très intéressant parce que justement, ça ne change pas cette idée que dans la pop culture, c'est un revival qui me paraît purement superficiel. Et je me dis, est-ce qu'il y a de l'espoir pour le cyberpunk? Est-ce qu'il y a un truc à dire avec ça? Et en fait, je trouve ça absolument pas étonnant, même si j'y avais pas pensé avant, que ça vienne de deux auteurs qui, on va dire, sont sur des problématiques on dirait quoi, du sud économique, on dirait, même si c'est deux choses très très différentes, mais qui sont pas des problématiques justement européennes ou états-uniennes, et avec des problématiques décoloniales, avec des problématiques sociopolitiques de l'Amérique du Sud. Et j'y avais pas pensé, mais effectivement, je trouve ça pas du tout un hasard que vous arriviez à réinvestir le cyberpunk par ce biais-là, parce que parce que effectivement, culturellement, dans justement plutôt la pop culture, on va dire du Nord, états-unien ou européen, c'est assez mort culturellement, et même alors sans rentrer dans les débats sur la Silicon Valley, Elon Musk, etc. Moi, il y a un truc qui me marque quand même en observateur extérieur de ces trucs-là, autant les NFT que les projets d'Elon Musk et sa façon justement quels imaginaires vont avec, ou le métaverse de Facebook et tout. Premièrement, j'ai un peu l'impression de voir des gens qui ont lu des trucs cyberpunk et qui se sont dit c'est génial. C'est exactement ça qu'il faut faire. C'est vraiment quand on regarde Jurassic Park et qu'on se dit mais faut trop faire des dinosaures, alors que en fait le film dit bah non, justement faut pas faire des dinosaures, c'est une très très mauvaise idée. Et en plus, moi ce qui me frappe, c'est alors je veux pas généraliser, mais la pauvreté de l'imaginaire de types comme Zuckerberg ou des gens comme ça. C'est-à-dire que voilà, même Johnny Mnemonic avec les casques VR et tout, qui est d'une ringardise absolue maintenant, mais enfin je parle du film, hein, j'ai pas lu la nouvelle de Gibson. Voyez le métaverse, c'est l'enfer. C'est vraiment juste, c'est des gens qui ont une pauvreté d'imaginaire qui est hallucinante. C'est pour ça que nous, sur la chaîne ou sur Internet, on fait souvent cette blague de nous, on est dans du Koji punk, pour ceux qui connaissent le message à caractère informatif, ou du startup punk. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'on est, en fait, tout ce rêve technologique qui nous est proposé
Voilà, par exemple les NFT, le truc, moi j'ai pas beaucoup suivi, mais le truc des singes là en NFT, les Bored Ape, etc. Moi, ce qui me frappe au dehors des débats sur ces trucs-là, c'est d'un point de vue imaginaire, d'un point de vue culturel, la pauvreté de ce truc, la pauvreté de ce que, en fait, il y a plus de, ça ne porte même plus un imaginaire intéressant. Et on a juste Mark Zuckerberg en espèce de personnage du Miiverse, et c'est ça en fait le cyberpunk qu'on nous vend, et on se rend bien compte que justement, bah, ça ne correspond absolument pas à ce que à la dystopie cyberpunk nous vendait aussi dans ses aspects un peu esthétiques, un petit peu cool. Et du coup, on y revient que voilà dans une espèce de rétrofuturisme. Et je termine juste sur un petit exemple là-dessus. Pour moi, ce qui me fait dire que justement, on est dans un revival et un rétrofuturisme dans cette partie pop culturelle-là. Blade Runner 2049. Ils ont mis en énorme les logos Atari dans le film, parce que dans le Blade Runner de Ridley Scott, qui est donc de 82, je crois, il y a Atari. Alors pourquoi il y a Atari? Parce que déjà c'est un partenariat, en fait c'est complètement un placement de produit à ce moment-là. Et en plus Atari c'est pour dire c'est le futur, donc le futur c'est les jeux vidéo, on est en 82, et les jeux vidéo c'est Atari. Maintenant tout le monde sait que Atari, ben en fait c'est pas le futur des jeux vidéo. C'est un vieux souvenir. Ouais, c'est un vieux souvenir. Et du coup dans 2049 qu'est-ce que tu fais? Bah tu le remets, mais parce qu'en fait c'est pas ce que tu décris, c'est plus une prospective du futur, c'est le futur des années 80. Et c'est trop marrant parce que c'est cool, il y a des néons et des choses comme ça. C'est pas une critique sur le film, mais c'est juste ça indique que c'est un revival qui est juste purement nostalgique et qui joue sur un aspect purement formel. Voilà, pardon, j'étais un peu long, mais voilà. Non, mais... Je crois qu'Yann voudrait... réagir sur ce que tu as dit par rapport à Zuckerberg et Meta, en fait. Il faut quand même pas se tromper hein, sur ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est-à-dire qu'on est en train de vivre la récupération par les majeures compagnies commerciales d'outils extrêmement puissants qui sont les métaverses. Et le futur vers lequel on se dirige, l'enjeu actuel, c'est un enjeu de conquête mondiale, c'est qu'on se dirige vers 9 milliards d'habitants sur la planète qui vont être confinés dans les métaverses. Hein. Vous allez être confinés dans les métaverses. Le processus est déjà amorcé, c'est-à-dire comment on a pu empiler des millions de gens. On n'est pas obligé hein, d'aller dans le métaverse. Attends, laisse-moi, tu vas comprendre. Laisse-moi expliquer. Regardez vos parents. Comment a-t-on pu, alors c'est du McLuhan que je suis en train de vous faire, comment a-t-on pu empiler des millions de gens dans des environnements urbains médiocres sans qu'ils pètent les plombs ou à peine? C'est la télévision. La télévision a permis d'ouvrir une petite fenêtre collective sur le cyberespace. Et ça a permis de réguler l'humanité. Hein, c'est-à-dire que ça a été un outil d'une puissance fabuleuse dont on ne s'en rend pas encore compte de la puissance et qui a permis, on parle de la messe de 20 heures par exemple, hein, c'est quelque chose qu'on commence à réaliser. La puissance qu'a eu la télévision pour calmer et manipuler, on le vit là en ce moment, les manipulations télévisuelles. Ça reste malgré l'Internet d'une puissance extraordinaire. On a pu empiler des millions de gens dans des KGB, dans des cités dortoirs, sans qu'ils pètent les plombs grâce à la télévision. Les métaverses, la réalité virtuelle, le VR, c'est le chemin qu'utilise l'humanité actuellement pour réussir à vous confiner, à nous confiner massivement dans les métaverses, parce qu'on se dirige vers un futur où, on le sait, les 2/3 de l'humanité convergent vers les mégapoles. Et on va avoir une concentration. Et le confinement que nous vivons actuellement, c'est exactement une préfiguration du futur à venir. Il ne faut pas rêver. Les petites maisons écologiques dans la prairie, hein, à la campagne, c'est bientôt fini. C'est-à-dire qu'il n'y a que les nantis qui vont pouvoir se les offrir. Et déjà actuellement, là je suis en train de rechercher une maison en Bretagne, il y a des tas de lois qui empêchent que vous vous installiez sur des terrains agricoles ou proches agricoles. Ça, c'est tout préservé. On se dirige vers un futur où on va empêcher les humains de circuler. Comment les humains vont réussir à survivre sans péter les plombs dans les mégapoles cyberpunk, littéralement, hein, c'est ce que décrit le cyberpunk, à venir? Eh bien, c'est grâce au cyberespace. Pour l'instant, il n'est pas très au point, hein, mais c'est le cyberespace des métaverses. Et il ne faut pas se tromper, il ne faut pas rester en surface avec la connerie de Zuckerberg. C'est-à-dire Zuckerberg, on sait déjà depuis très longtemps qu'il veut fabriquer un cyberespace en VR. On sait déjà depuis très longtemps, tous ceux qui connaissent et qui s'immergent dans les métaverses connaissent le processus et ils savent très bien qu'il a un problème pathologique, mais pas que lui. L'ensemble des grandes majeures compagnies ont un problème pathologique avec la sexualité. Hein, le truc crucial, le truc que l'humanité, contrairement, qui est super occulté, mais dont l'humanité ne se passera jamais, c'est la sexualité. Et Zuckerberg, le truc de Meta, qui le rend complètement nul,
c'est qu'il utilise un processus une logique esthétique de corporate pour éliminer tout ce qui dérange, dont la sexualité. Donc c'est pour ça que les avatars de Meta n'ont pas de bas du corps. Rien de mieux pour supprimer le tout tropisme à vouloir faire de la sexualité avec des avatars que de virer les bas du corps. Alors il aurait dû nous appeler, parce qu'on lui aurait dit que ça marche pas. La première chose qui s'est passée quand il a lancé Meta, c'est qu'il y a eu du harcèlement sexuel, même avec des avatars sans bas du corps. Il faut savoir que dans les métaverses, j'ai eu la chance d'explorer à 200% un métaverse très peu connu. Tout le monde croit le connaître, mais en fait, il y a très peu de gens qui l'ont vraiment pratiqué, qui est le vrai métaverse, puisque d'ailleurs, comment il s'appelle, Philip Rosdell, quand il a créé Second Life, a fait très clairement référence au métaverse de Neil Stephenson. Alors, du bout des lèvres, il a dit, je l'ai imaginé, mais j'ai été un peu, parce que sinon il paye des millions de dollars à Neil Stephenson, j'ai été influencé par le roman du Snow Crash de Neil Stephenson. La chose que la plupart des gens ne savent pas dans Second Life, c'est pourquoi il perdure, pourquoi il continue, pourquoi il y a eu autant de gens qui étaient sur Second Life. C'est parce qu'en fait, c'est un outil cybersexuel. C'est le plus puissant outil de cybersexe de la planète. Et la majorité des utilisateurs de Second Life font du cybersexe en clandestin dans des skybox qui sont à 2000 mètres d'altitude. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu, alors je fais un dernier truc pour que vous compreniez bien ce qui se passe avec le VR et les métaverses, c'est que le casque de VR, ce que fait le casque de VR quand vous mettez un casque de VR, c'est qu'il synchronise le subconscient et en particulier le système vestibulaire avec la vision. Quand vous regardez un jeu vidéo traditionnel, que vous bougez la tête, votre corps ne bouge pas. Donc pour le subconscient, tout ça c'est faux. Quand vous mettez un casque de VR, le système vestibulaire qui sert à régler l'équilibre se met en synchrone, c'est-à-dire il se synchronise avec la vision, et votre subconscient perçoit la relation au métavers de façon réelle. Le subconscient pense que c'est réel. La preuve, c'est que vous perdez l'équilibre. C'est-à-dire si vous marchez au-dessus du vide avec un casque de réalité virtuelle, vous perdez l'équilibre. C'est parce que le subconscient perçoit la relation comme vraie. Il existe d'autres dispositifs comme la relation, ça met en place, je ne vais pas vous faire toute l'historique de la cyberpsychologie, mais les avatars à la troisième personne stimulent ce qu'on appelle les neurones miroirs, qui provoquent à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'ils font rentrer le subconscient dans la relation dématérialisée. Et c'est ça le truc de ouf que les majeures compagnies veulent exploiter là actuellement. C'est un truc dont beaucoup d'artistes rêvent, c'est de réussir à parler au subconscient du spectateur. Donc on a plein de techniques qui sont le subliminal, on le retrouve justement dans Blade Runner, il a exploité à fond des séquences subliminales pour impliquer émotionnellement le spectateur dans le premier film. Et là, nous avons un outil d'une puissance phénoménale qui implique l'humanité dans une relation totale, sexuelle, sensuelle, avec l'immatérialité du métaverse. Pour l'instant, les cas sont merdiques. On peut espérer que dans les années qui viennent, ils seront beaucoup plus faciles. Et donc là, on est en train d'ouvrir, il ne faut pas se tromper, on est en train d'ouvrir une porte gigantesque sur le cyberespace. Et c'est pour ça que toutes les majeures compagnies veulent qui contrôlera le cyberespace et les métaverses dans les années à venir, contrôle le monde. D'accord, parfait, parce qu'il faut qu'on arrête. Et oui, c'est déjà la fin. On avait encore plein de questions, mais là, l'équipe me met un couteau sous la gorge. Nous devons mettre fin. Et du coup, j'ai quand même profité d'un truc. C'est juste une question que j'aurais voulu évoquer, mais que je voudrais quand même poser de manière à réflexion. C'est que tu parles beaucoup, hein, du rapport technologie, on parle beaucoup de l'utilisation de la technologie, on va dire par exemple à des moyens politiques, sociaux, économiques, c'est-à-dire l'usage qu'on en fait. Mais j'aimerais juste rapporter un fait, une étude qui a été faite il y a quelques années sur le fait qu'aujourd'hui, le fait d'utiliser le smartphone en permanence avec des cartes fait que les personnes sont en train de perdre une capacité cognitive naturelle qui est le fait de se repérer dans l'espace. Et qu'on a de plus en plus de mal à se repérer sans l'outil. Et une des questions de l'étude, c'est qu'on est en train de perdre cette capacité cognitive de fabriquer des cartes mentales. Pour ceux qui écrivent, qui développent des projets, tu n'es pas d'accord, mais il y a une étude qui amène à la problématique. Et mais justement, c'était une des questions prévues, mais l'idée, c'est juste de poser la question. On parle de l'usage qu'on fait de la technologie. Dans le cyberpunk, c'est l'usage qui peut nous permettre, par exemple, de nous émanciper ou de soumettre. Et il y a aussi l'impact de l'usage par rapport à ce que nous sommes comme humains.
et que le fait de la dépendance peut entraîner une évolution de l'humanité. Est-ce qu'elle est positive ou négative? Ça, c'est en fonction du choix sur lequel on se positionne. Moi, je suis un low-tech. J'utilise à minima la technologie. Je ne suis sur aucun réseau social. Je vis parfaitement très bien comme je vis. Mais pour moi, se pose toujours cette question, c'est l'impact de la technologie, la dépendance de la technologie, au-delà de l'infrastructure socio-économique, politique, c'est l'impact sur ce qu'est l'humain. Et qu'est-ce que deviendra l'humanité? Et j'évoquerai juste Tsutomu Nehai, un mangaka, qui, depuis des années, travaille sur une fiction transhumaniste, c'est-à-dire l'humanité après le fait qu'elle n'est plus qu'artificielle, et il crée des univers très intéressants. Je vous conseille ces mangas. Voilà.